Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau vlog. Coucou tout le monde, nous sommes fin février, toute fin de février. Il fait très chaud aujourd'hui et demain. Je voulais vous montrer un peu des petites choses que j'ai fait au jardin parce que j'ai oublié de filmer. En plus là pour le coup j'étais toute seule donc j'aurais pu filmer sans enfants à couper au montage. Mais je voulais vous montrer parce que c'est peut-être le moment pour vous, ça dépend où vous êtes bien sûr, mais peut-être que c'est le moment pour vous. J'ai taillé les herbes ornementales. Alors moi, les herbes ornementales que j'ai dans mon jardin, que j'aime beaucoup, qui donnent vraiment de la structure au jardin, parce que les fleurs, c'est super sympa, hein. Quand on a un peu d'espace, alors moi j'ai un petit jardin, mais peut-être que vous avez un plus grand jardin, c'est bien d'avoir de la structure avec voilà, du feuillage et des textures un peu sympas. Sur cette bordure, j'ai mis des herbes ornementales, j'ai mis des pénicétums. Alors les pénicétums, ce sont des herbes ornementales de température chaude, c'est-à-dire qu'elles vont pousser au printemps, fleurir en été jusqu'à vraiment très longtemps dans l'automne. Donc quand vous avez un bel été indien jusqu'à novembre, maintenant, nous ici en Californie jusqu'à novembre, mais de plus en plus en France, et vous avez vraiment une belle structure au jardin, c'est hyper sympa. Moi je trouve que ça donne un effet un peu méditerranéen. En fait, ce sont des herbes que vous m'avez vues en vidéo attachées, parce qu'il y en avait un peu de partout, parce que je les garde en fait sécher lors de l'hiver parce que ça les protège un peu quand même du gel, même si on a assez peu de gel ici. Chez vous avez peut-être plus des périodes de gel assez longues. Et j'attends la fin de l'hiver, début de printemps pour les tailler et ensuite ça repousse. Alors vous, c'est peut-être le moment, ça dépend de sous quelle latitude vous êtes. Une bonne indication pour savoir si c'est le bon moment, je vais vous montrer, c'est le fait de voir, de pouvoir témoigner d'une reprise. Là, vous voyez, il y a des nouvelles, on voit du vert à l'intérieur en fait, il y a des nouvelles herbes qui ont poussé. Ici aussi, c'est un petit mélange, c'est pas tout texture paille. Et ici aussi, alors j'ai coupé un peu bas, mais c'est pas grave. Et du coup, pour moi, c'était le bon moment de commencer à les couper pour que la plante se concentre pas sur voilà, tout ce qui est fané, mais sur les nouvelles pousses. Entre chaque pénicétum, on me pose souvent la question, j'ai des sauges, je crois que c'est de la sauge, j'oublie à chaque fois le nom, mais je vais vous mettre une photo. C'est vraiment une sauge qui va là aussi, c'est pour ça que je les ai mis au fond de bordure, être très aérienne, assez haute, avec là des jolies petites fleurs dans les tons bleus. J'aime bien parce que du coup, entre les herbes ornementales, qui donnent de la texture, c'est très joli, mais on a entre chacune d'elles, des petites fleurs qui vont pointer le bout de leur nez là-haut, et je trouve ça toujours très très joli. J'en avais acheté que 2 plants, j'aurais pu en acheter un 3e, mais là, quand on aura fait les travaux, j'aimerais que la terrasse vienne jusqu'ici, enfin en trou pour l'érable, vienne jusqu'ici, et du coup j'avais pas trop planté par là-bas. Et depuis ici, je vais pas remettre une autre sauge puisqu'on a planté un oranger. D'ailleurs, les fleurs d'oranger se préparent. Ça, ce sont des futures fleurs. Et alors, j'ai tellement hâte. Si vous êtes sous des latitudes où vous pouvez avoir des agrumes à l'extérieur, la fleur d'oranger et la fleur de citronnier, mais enfin on le sait déjà, la fleur d'oranger c'est assez connu pour, mais alors ce parfum, c'est à tomber par terre. Et vous savez, on avait un citronnier quand on est arrivé ici, que l'on a déplacé à cet endroit et qui a très mal vécu le déménagement, la replantation. Du coup, on a déjà eu des fleurs de citronnier et c'est pareil, ça s'équivaut. C'est extrême, ça sent extrêmement bon. Si vous êtes sous des latitudes où il y a trop de grosses gelées l'hiver, plantez-les en pot avec l'engrais spécial agrumes, avec un terreau aussi approprié, et rentrez-les, abritez-les les soirs de gel, ou si vous avez un petit cabanon à l'intérieur en hiver, lorsqu'il prévoit vraiment du gel. Ça c'est de la manutention, les rentrer, de les sortir, etc. Mais alors franchement, le jeu en vaut la chandelle. On va pas avoir des fruits sur cet oranger avant, je pense, 1 ou 2-3 ans, je pense, parce qu'il est vraiment petit ce spécimen. Mais ne serait-ce que pour les fleurs, ça vaut le coup, vraiment à 10 000 %. Et enfin, c'est sur ce petit bosquet, cette bordure qui voit beaucoup le soleil, notamment en été, à part là-bas où il y a un petit peu d'ombre, c'est pour ça qu'il y a l'érable du Japon là-bas, et que c'est assez frais, c'est-à-dire que ce sol-là reste assez frais. On a, je pense, mes narcisses préférées de l'année. Je crois qu'elles sont numéro 1 dans mon top 3. Ce sont les narcisses Kipiti. Alors franchement, elles sont trop mignonnes, mais alors elles sont petites comme ça. Et sur une tige, vous avez plusieurs têtes, donc jusqu'à 4. Et alors, mais qu'est-ce que c'est beau. Elles sont trop
choupi, je fonds. Première année que je les plante, celle-là, j'en avais pas acheté jusqu'à présent et j'avais décidé de les mettre dans les bosquets et pas dans mes bacs parce que je voulais juste en profiter comme ça tellement que c'est mignon, puis elles sont assez petites, assez basses. Mais là, je regrette de ne pas en avoir acheté plus pour me faire pour mon jardin de fleurs coupées, pour les récolter et me faire des bouquets. Mais bon, c'est pas grave, déjà j'en profite. Mais alors, vraiment, l'an prochain, je vais en planter beaucoup plus. Soit directement dans les bosquets, parce que j'ai un petit peu là des petites places pour en avoir vachement, parce que vraiment, c'est trop mignon. Donc voilà, je vous mettrai les références si ça vous intéresse. Je sais pas si c'est des bulles qu'on peut trouver en jardinerie, mais en ligne sur des producteurs souvent hollandais. Je pense que ça vaut le coup de regarder si ça vous intéresse, parce que vraiment, trop top. Une autre chose que je voulais vous montrer, ça ne s'arrête jamais, mais le jardin se réveille. J'ai coupé encore des immortelles abractées. Je suis en train de les faire sécher. Là, mon petit bouquet de fleurs séchées d'immortelles abractées roses, puisque celui d'immortelles abractées blanches est déjà bien fourni, bien complet. Je voulais me faire un deuxième bouquet l'an passé. Et en train de se fournir petit à petit. Et alors, c'est incroyable. Elles ont passé l'hiver. Bon, on a un hiver doux, hein, sans aucun problème. Elles continuent de fleurir. Elles refleurissent. Donc vraiment, bon investissement en termes de graines pour pas mal de fleurs. Surtout si vous voulez faire des bouquets de fleurs séchées, mais elles se comportent aussi très bien en vase avec des fleurs fraîches. Hein. C'est juste la texture est un petit peu plus rigolote. On dirait qu'elles sont un petit peu en paille. D'ailleurs, en anglais, c'est straw flowers. Straw, c'est le paille, le paillage. Flowers, fleurs. Donc fleurs de paille. Trop rigolote. Coucou tout le monde. Je profite d'avoir 5 minutes cette semaine pour reprendre ma liste de ma foire aux questions que j'avais faite sur Instagram. Alors, question du jour. Qu'est-ce qui te manque le plus en France, à part la famille bien sûr, et je rajouterai les amis, la nourriture. Les pâtisseries voilà, qui sont bonnes et qui ont vraiment le goût de ce qu'il y a dit qu'il y a dedans. Genre une tarte au citron, ça a vraiment le goût de citron. Un cookie au chocolat, un truc tout bête. Ou un pain au chocolat, ça a vraiment le goût de chocolat, etc. etc. Ça, c'est ce qui me manque le plus. Vraiment, clairement. Question suivante, ça c'est la même personne. Pourquoi ne pas planter des légumes maintenant que tu as un jardin plus grand? Alors j'ai pas un jardin plus grand, il est plus petit que notre location, donc je sais pas vis-à-vis de quoi l'abonné fait référence, mais bon déjà voilà, j'ai pas un jardin plus grand, donc moi j'aime l'ornemental, j'aime les fleurs, donc vraiment c'est ce qui me rend vraiment heureuse, même si on mange beaucoup de légumes et de fruits et légumes, bon, j'ai pas la place pour un verger, mais à la maison. Mais ouais, en termes de temps, d'énergie et même de coût, et puis d'eau aussi, puisque alors là, ça fait quelques années qu'on n'est plus en sécheresse, on n'est plus en restriction d'eau, mais enfin, c'est quand même quelque chose qu'il faut prendre en compte. Si je dois mettre tout ça dans une activité, pour moi, les fleurs et l'ornemental, et en termes d'espace aussi, parce que j'ai peu d'espace, c'est pour moi la priorité. C'est ce qui me rend le plus heureuse de faire pousser, et ça me dérange pas d'acheter mes fruits et légumes, voilà. S'il faut choisir, c'est comme ça. Donc c'est pour ça que je m'y suis jamais mis. Est-ce que si un jour j'ai un grand jardin, bah en fait, ça serait dans plusieurs années, et je pense que le temps me manquerait, parce que je serais de retour en classe, et du coup, même si j'ai plus de place, c'est beaucoup de temps quand même, hein, donc à investir. Là encore, juste des choix, on va dire, c'est une préférence, mais c'est aussi un choix, on va dire, pratico-pratique, quoi. Différence entre l'accouchement en France et aux États-Unis. Alors en fait, moi, dans les deux cas, j'ai accouché dans des petites cliniques. On est vraiment sur des petits établissements et ça se ressemblait du coup beaucoup. Le suivi était à peu près le même. Donc franchement, il y avait assez peu de différence. Peut-être le calendrier vaccinal ou des choses comme ça qui changent. Mais globalement, mon expérience a été quand même assez voilà, à petite échelle, assez humaine. Je crois que le jour où j'ai accouché, il n'y avait que mon accouchement ce jour-là. Alors ça c'est différent, parce que la clinique où j'étais en France, il y avait plusieurs accouchements ce jour-là. Je crois qu'il n'y avait que moi, donc vraiment j'étais aux petits soins. C'était voilà, une petite échelle quoi. Après j'avais pas des grossesses à risque ou des choses comme ça, on a eu beaucoup de chance là-dessus. Donc c'est vrai que voilà, ça a été assez similaire. Mais ça c'est vraiment mon expérience à moi. Du coup, je suis sûre que ça change au même titre qu'un accouchement en France peut changer suivant voilà, où est-ce qu'on est suivi, ou le type de grossesse qu'on a, etc. Coucou, te sens-tu encore française après ton intégration aux États-Unis? Alors oui, parce qu'il y a plein de choses ici qui me rappellent à quel point c'est pas du tout ma culture. Et hier, on était à l'entraînement de baseball pour mon fils. Putain, j'y comprenais rien, mais vraiment rien. Et on voit que les parents, bah mon mari il a fait du baseball pendant des années. Enfin, c'est des trucs comme ça, mais il y a des grosses différences. Donc c'est vraiment un rappel constant. Et à la fois, comme on est voilà dans un coin où il y a beaucoup de cultures différentes.
On se sent un peu américain dans le sens où, en fait, pour nous, c'est ça l'Amérique, en fait. C'est les gens qui viennent du monde entier et qui créent cette richesse culturelle. Et du coup, pour certains trucs, je me sens plus américaine. Ça, je vous en avais parlé dans l'ancien vlog. Ce brassage culturel, c'est pas un truc qu'on aurait trouvé à Lyon, à la Croix-Rousse, enfin, vous voyez, avec des gens qui viennent du monde entier. Et du coup, d'en faire partie, eh ben, on se rend compte que qu'on fait partie de cette mentalité-là. Les gens, ils ont l'habitude d'avoir des voisins qui font des choses différentes, qui parlent d'autres langues, etc. à la maison. Et ils trouvent ça hyper riche culturellement. Et je pense qu'il y a une partie de cette mentalité américaine qui commence maintenant à m'imbiber. Par exemple, l'idée, l'optimisme aussi. Plein de choses sont possibles, faut jamais se fermer les portes, trucs comme ça. Ça, moi, j'étais pas comme ça avant. J'étais vraiment franco-française, quoi. D'ailleurs, je vous le dis souvent, c'est mon mari qui m'a poussée à ouvrir une chaîne YouTube. Et oui, je me souviens qu'il était là en mode, bah pourquoi pas, c'est une plateforme qui est faite pour ça, qui est gratuite d'utilisation, enfin vraiment. Puis j'étais là, ah, non, quand même, c'est nul, enfin j'en sais rien. Je suis prof quand même, je veux pas faire ça. Il me dit, bah au contraire, partage avec des gens qui aiment. Je me souviens de me mettre aussi des barrières. Oui, mais j'ai pas le matériel, je ne sais pas comment ça marche, les logiciels de montage. Et lui, bah toujours, alors le problem solver, donc résoudre des problèmes, ça c'est vraiment son truc. Bah, pas de souci, il se met pas de barrière quoi. Pas de souci, je vais regarder un montage logiciel, un logiciel montage gratuit. Je t'aiderai si tu veux à regarder comment ça fonctionne, puis ça va venir au fur et à mesure. Et puis pour le matériel, bah écoute, si tu veux, je regarde quelles sont les caméras à bon prix, bon marché, mais qui fonctionnent correctement. On avait une caméra, enfin on avait un appareil photo qui faisait caméra. Et il m'a dit, ben, le nôtre, je pense qu'elle peut faire une image pas trop mauvaise, il faut juste qu'on achète un micro, parce que c'était pas du tout une caméra de vlog, c'était vraiment un appareil photo. Et donc il a regardé, il m'a acheté un petit micro d'occasion qu'il a trouvé, apparemment c'était plutôt de bonne qualité, puis ça se vendait d'occasion assez facilement, pas trop cher, histoire de pas investir des milliers et des cents dans cette chaîne YouTube qui n'a jamais vraiment rapporté beaucoup d'argent, donc du coup voilà, c'est des choses comme ça, mais il a toujours eu cette mentalité-là, et c'est vrai que, alors, même en étant en France, au bout de 10 ans d'habiter avec lui, ça a un petit peu dépeint sur moi, et ça, pour le coup, je trouve que c'est plutôt quelque chose de positif. Et là, encore plus, parce que je vois les autres personnes comme ça aussi, quoi. Et donc, voilà. Sur la surface fleurs coupées de ton jardin, combien arrives-tu à avoir de fleurs bouquets par mois? Alors, ça dépend ce qu'on entend par bouquet. Si c'est un bouquet sympa pour la maison ou pour offrir à des amis avec un arrangement un petit peu sympa, je peux en avoir un toutes les semaines. Par contre, si c'est un bouquet, vraiment un truc élaboré pour un événement, je sais pas, mariage, enfin mariage c'est pas possible, j'ai une toute petite surface, baptême, je sais pas quoi, ou un truc un peu où là vous avez besoin vraiment de fleurs en termes de couleurs qui vont bien ensemble avec tant de fleurs focales, tant de fleurs de remplissage, tant de fleurs de structure, etc. etc. Là, je dirais une fois toutes les 2 semaines. 2 semaines et demie, sachant que les fleurs tiennent bien en vase, si vous les ramassez au bon moment, et du coup, ouais, à la maison, je peux avoir des bouquets un petit peu sympas. Mais ouais, ma surface est quand même vraiment petite, elle prend une bonne partie du jardin, parce que le jardin n'est pas grand, mais c'est vraiment pour moi, pour fleurir chez moi, une bonne partie de l'année, sans pesticides ou autres, parce que c'est vrai que j'achète des fleurs hein, chez les fleuristes ou en supermarché, mais voilà, on sait qu'on prend le risque de ramener des pesticides à la maison. Et puis pour réduire aussi les coûts, parce qu'a priori, hein, parce qu'entre l'eau, le terreau, machin, tout ça, a priori, un sachet de graines coûte moins cher que des fleurs coupées qu'un bouquet par semaine. Voilà. Mais toutes les techniques que je vous montre, elles peuvent être adaptées autant à la production en plus grand nombre, si vous avez vraiment un bel espace à dédier à ça, ou à l'inverse, une production vraiment en tout petit nombre, puisque je fais ça, moi je fais des fleurs coupées pour la maison depuis des années, hein. J'ai commencé sur mon balcon avec des pots, quoi. Et j'avais un mini balcon. J'investissais même les rebords de fenêtres, tout ça. Enfin ça, je vous en parlais déjà dans mon deuxième livre. Alors c'est pas du tout un livre sur les fleurs coupées, mais je ramassais déjà, je faisais déjà de la cueillette pour mes petites, pour fleurir l'intérieur. Je vais m'arrêter là pour ce vlog là, et puis je garde toute la liste des autres questions pour un prochain vlog, ou si j'ai pas répondu à l'une de vos questions pour le moment, promis je vous oublie pas. Je trouve que c'est un format plus simple pour moi et moins long pour vous. Et moins désagréable à faire le montage. Coucou tout le monde. Aujourd'hui, on va mettre en terre mes dahlias. Je vais vous montrer ce que j'ai acheté.
Mais d'abord, il faut que je trouve des pots pour les démarrer. En fait, je les démarre en serre pour prendre un peu de l'avance plutôt que de les mettre directement en terre et les laisser démarrer là-bas, parce qu'il faudra attendre qu'il fasse vraiment meilleur et un peu plus chaud pour faire ça. Et du coup, après, c'est hyper long. Déjà que ça fleurit plutôt en août-septembre. Alors, si en plus c'est encore plus tard dans l'été, c'est dommage. Donc, on les démarre un petit peu plus tôt. Je pense que ça va aller. Il faut que je regarde combien j'en ai dans chaque paquet. Je vous reprends en voix off parce que ça devenait vraiment n'importe quoi là. En termes de bruit en arrière-plan, j'avais les enfants dans le jardin. Donc là, je vous montre les deux types de dahlias que j'ai pris. Donc ceux qui sont bien un peu rose-violet clair, c'est vraiment des gros dahlias. On appelle ça des dinner plates, c'est-à-dire les fleurs sont très grosses, comme des assiettes. Et puis j'ai pris un petit mix dans les couleurs rouge un peu, violet là un peu aussi, lit de vin, avec là des fleurs qui sont plutôt un peu plus petites, un peu plus en pompon. C'est joli aussi, j'aime bien ces formes de fleurs de dahlia. Après, ma jardinerie avait pas 100 000 types de dahlia et du coup, voilà, j'ai pris ça, mais on verra. Je pense que je pourrais faire des bouquets avec. Là, je vous montre, il y avait une petite reprise avec déjà un petit bourgeon. Donc, les dahlias ont commencé à germer. Donc voilà, sur internet vous avez encore plus le choix. Là j'avoue que en fait je les ai pris parce que je me suis dit tiens ils en ont ma petite jardinerie, je vais les soutenir et puis j'aime bien les dahlias quoi qu'il arrive. Je sais pas encore exactement où est-ce que je vais les placer, soit dans des bosquets, soit dans mes petites bordures, soit dans mes bacs, mais je sais pas encore exactement où. Parce que le dahlia quand même prend pas mal de temps, fleurit, donc je vous en parlais plutôt voilà, milieu de l'été, voire dernière quinzaine d'été, et enfin non, l'été va jusqu'à fin septembre, donc on va dire plutôt août-septembre, et ça prend du temps et du coup ça prend de la place au jardin jusqu'à ce que ça fleurisse. Mais c'est très joli, ça vaut vraiment le coup parce que si on a été patient, à la fin de l'été on est vraiment récompensé. Enfin à la fin de l'été, à la fin des vacances scolaires. Alors, on parle de bulbes mais en fait ce sont des racines tubéreuses qui font des réserves. On les place avec l'œil, en fait c'est la tige qui a été coupée vers le haut. Et on recouvre bien de terre toutes les racines tubéreuses et puis on laisse cette petite tige apparaître à la surface. Ça, je vous le montrais dans mon deuxième livre, Mon balcon toute l'année, parce que je plantais aussi beaucoup de dahlias en pot sur mon jardin et même en rebord de fenêtre. Si vous prenez pour de la culture en pot des dahlias nains, vous aurez de super résultats et vous aurez quand même des très beaux dahlias, voilà, même en appartement par exemple, ou en petite cour ou au jardin, si vous ne pouvez pas les placer directement dans le sol. Là, les variétés que je vous montre que j'ai achetées, ça va être vraiment des très grands dahlias, mais voilà, il existe aussi des variétés naines et ça vaut le coup d'y réfléchir quand on cultive en pot pour tous les types de fleurs, hein, pas juste pour les dahlias. J'utilise là un terreau universel, mais c'est parce que je vais les mettre dans ma serre et qu'il fait chaud très rapidement. Là déjà en mars il fait très chaud dans la serre et du coup je sais que le terreau va sécher assez rapidement et que j'aurai pas de problème de moisissure, parce que le grand danger en fait c'est de faire pourrir les racines tubéreuses avant qu'elles apparaissent, avant que le feuillage apparaisse. Et voilà, si vous les faites en intérieur, il fait un petit peu moins chaud. Mettez peut-être la perlite ou un agent drainant dans votre terreau. Mais moi, du coup, je me suis pas pris la tête parce que voilà, il y a un peu moins de risque dans ma serre, il fait très chaud. Une fois qu'on a bien posé les racines correctement et qu'on a recouvert de terreau, alors il y a deux écoles. Il y en a qui disent faut surtout pas arroser, surtout si votre terreau est déjà un petit peu humide, si c'est un nouveau sachet. Si c'est un vieux sachet tout sec, arrosez. Et une deuxième école qui dit on arrose juste un tout petit peu et ensuite on attend que le feuillage apparaît. Moi j'ai tendance à faire ça, à arroser juste un petit peu. Et quand le feuillage commence à apparaître, là j'arrose régulièrement dès que le terreau est sec sur allez bien 5 cm de profondeur. Mais voilà, si vous êtes en intérieur et que vous avez un terreau qui est frais, qui est humide, que vous venez d'ouvrir,
euh, et que voilà, vous n'avez pas une zone chez vous derrière vos fenêtres, vous allez les poser où il fait très très chaud, eh bien moi je serais vous, j'arroserai pas tout de suite parce que le danger c'est de faire pourrir ces racines tubéreuses. Et donc, moi, je le fais parce que je les mets dans la serre, mais vous, je vous conseille, et il me semble que je le disais déjà dans le livre, attendez que les premières feuilles apparaissent et ensuite commencez à arroser. Je fais pas tremper les bulbes tubéreuses de dahlia comme je le ferais pour les griffes de renoncule ou autres à cause de ces problèmes de pourrissement. J'ai trop peur que ça pourrisse dans le pot avant même que ça apparaisse. Mais certaines personnes le font aussi. Mais je pense vraiment il faut tester, il faut faire vos propres tests parce que suivant la région où vous êtes, suivant le printemps que vous avez aussi, bon ça on peut pas calculer avant, mais bon. Et aussi suivant l'exposition que vous avez chez vous, si vous voulez commencer à l'intérieur, ça peut vouloir le coup de le faire parce qu'il fait peut-être très sec, très chaud sur la surface où vous les placez. Mais moi, vous voyez, dans la serre que j'ai enfin rangée, il fait vraiment très chaud. Juste pour vous donner des nouvelles, donc ça repousse déjà. Donc là, on est une semaine plus tard. Donc voilà, donc juste pour vous rassurer, si vous hésitez, quand on débute dans le jardinage, on hésite toujours à tailler, à couper, c'est normal. Enfin, si on n'a pas le recul des années précédentes, en sachant profondément que, voilà, que la plante est revenue à chaque fois, il n'y aura pas de problème, on hésite toujours un peu, donc là c'est pour vous, voilà, pour vous montrer. Et voilà, la plante du coup se concentre pas sur tout ce qui est mort. Alors j'aurais pu enlever plus, hein, j'ai pas eu le temps de faire dans le détail, mais bon, le verre va prendre le dessus et après ça sera tellement énorme qu'on verra plus rien. Mais voilà, la plante peut se concentrer sur le vert, sur le vivant, plutôt que d'essayer de maintenir des tiges qui sont mortes au sein de la plante.